Mesdames et messieurs, bonjour. Enfin, je pourrais presque parler. Non, on enregistre, donc je vais parler avec le micro, mais c'est vrai que j'aurais pu parler sans. Merci d'être là aujourd'hui pour cet après-midi qui va être dédié dans notre cycle aux écoles qui enseignent le design, qui s'occupent de design. On va avoir effectivement des interlocuteurs de l'ECAL, de la HED, mais aussi de l'école de Lucerne, de Bâle, des écoles professionnelles comme Vevey qui viendront discuter avec nous tout à l'heure. Mais on inaugure cet après-midi avec Benoît Versace qui va nous parler de l'invention d'un enseignement aussi et de création et de production, comme vous le voyez sur le titre. Benoît Versace est professeur en culture design à l'IPAC Design de Genève. Donc on se réjouit déjà de l'entendre dans cette conférence inaugurale de l'après-midi et nous parler déjà de cet enseignement. Merci, bienvenue et bonne écoute. Merci. Merci beaucoup. Merci au MIDAC, Diane, Marco pour cette invitation. Merci à vous d'être venus aussi. Alors, donc je suis heureux de commencer cette journée d'études. Et pour ma part, je vais vous parler du début de quelques-unes, en tout cas, des institutions qui sont encore aujourd'hui des écoles de design. Donc moi, je vais parler du tout début avec la forme officielle de certaines écoles de design. Principalement, je vais vous parler de l'école des arts industriels de Genève. Et je vais quand même faire quelques références, quelques dates clés pour d'autres établissements. Après, c'est vrai que j'ai découvert cette frise là, qui est sur le mur qui permet de retracer l'histoire des fondations et des différentes étapes qu'ont pu traverser les établissements. Donc c'est aussi intéressant avec ce qui est ici. Je ne vais pas non plus citer toutes les dates, tous les noms, que ce serait trop. Et je vais principalement me concentrer sur cette période de fin 19e, début 20e, parce que c'est à ce moment-là que les écoles sont fondées avec une forme presque la même qu'on a aujourd'hui. Avec évidemment des différences de dénomination et puis un différent programme de cours parce que les cours qui sont attachés au style qui évoluent. Alors dans les dénominations, vous voyez que, si vous avez vu cette frise, vous voyez que les dénominations changent. Effectivement, le mot design n'est de toute façon pas utilisé dans la langue française avant la deuxième moitié du XXe siècle. Donc je parlerai d'art appliqué ou d'art industriel, sachant que c'est aussi des dénominations qui sont assez fluctuantes. Et donc, avant de parler de la fondation de ces institutions fin 19e, on peut remonter à une période bien antérieure, puisque les premières formes d'école, ou en tout cas de classe ou d'enseignement dans les arts appliqués, apparaissent même à la fin du XVIIIe siècle. En fait, tout ça est exactement lié avec les débuts de l'industrialisation, comme vous le savez sûrement, et les besoins d'un enseignement artistique qui est tourné vers la production finalement. Un enseignement artistique qui ne va pas forcément être pour former des peintres pour faire de la peinture tout simplement. J'ai une citation ici de 1732 d'une séance du Conseil de Genève. Je vais vous la lire. On peut considérer l'établissement d'une école publique de dessin sous deux vues différentes. Ou former des dessinateurs et des peintres, ou seulement pour donner aux jeunes gens qui se destinent aux arts mécaniques les principes qui peuvent servir à perfectionner ces mêmes arts. Et donc c'est cette deuxième définition qui intéresse la ville, former des personnes au dessin, mais dans le but d'en faire des designers, du moins des artistes, ouvriers, ouvrières ou ouvriers, ouvrières, artistes. Alors il va falloir quand même attendre 1748 pour voir apparaître
une première école qui est soutenue par les autorités. Donc, je prends, en fait, disons, pour définir l'apparition d'une première école, on va dire que c'est à partir du moment où elle est reconnue par l'État et ce n'est pas une initiative exclusivement privée. Parce qu'on peut tout à fait imaginer que du côté d'initiatives privées, il y a pu avoir aussi des choses, mais ça, c'est beaucoup plus difficile à retrouver. Mais en tout cas, à partir de 1748 à Genève, il y a une première classe de dessin dans le but de former des ouvriers et ouvrières pour élever leur culture artistique. Et cette classe va ensuite, soutenue par l'État, mais être prise en charge par la Société des Arts à partir de 1776, mais toujours soutenue par l'État. Donc c'est semi-privé, si vous voulez. Alors, évidemment, l'enseignement du dessin, c'est aussi des initiatives qui se prennent dans finalement tous les pays industrialisés dès la fin du XVIIIe dans les grandes villes pour des raisons qui sont assez simples. C'est l'industrialisation qui apparaît dès cette période avec des besoins de consommation, de production qui augmentent, avec une forme de mondialisation qui fait qu'on a déjà une façon de trouver une concurrence pour certains produits. Alors, ça peut être une mondialisation pas forcément à l'échelle planétaire, mais à des échelles d'une ville à une autre, d'une région à une autre. Et avec ça, donc industrialisation, et puis l'apparition d'une société de consommation telle qu'on la connaît aujourd'hui, même si aujourd'hui elle est encore plus présente. Et puis, il y a aussi la perte de vitesse du régime des corporations. Donc c'est des corporations, des communautés de métiers qui, en même temps, pouvaient prendre en charge la formation des ouvriers et ouvrières. Et au cours du XVIIIe et surtout au tout début du XIXe, c'est un système qui commence à disparaître et qui est, selon les pays, qui peut même être banni. Et puis, c'est une forme de privatisation des manufactures qui fait que on a de plus en plus besoin de trouver une façon de former les ouvriers, ouvrières, en dehors d'un système qui était établi auparavant. Alors, à Lausanne, on a aussi une première école qui est fondée officiellement, l'école cantonale de dessin, en 1822, qui va ensuite s'installer dans le musée Arlot à partir de 1841, avec, en 1830, il y a des cours du soir qui sont proposés pour spécifiquement le dessin industriel. Donc c'est aussi en vue de former les ouvriers et ouvrières. Ces écoles, en fait, sont souvent des cours du soir. Et il n'y a pas forcément de diplôme. Ce n'est pas une école comme on pourrait l'entendre aujourd'hui. Et la Chaux-de-Fonds, plus tardivement, à partir de 1853, il y a un complément de formation en dessin dans l'école industrielle existante. Et principalement, donc, là, la Chaux-de-Fonds, c'est l'industrie horlogère qui pousse à mettre en place un système d'enseignement qui est principalement orienté vers l'industrie horlogère. Alors, depuis, entre le XVIIIe siècle et le début du XIXe siècle, il y a évidemment beaucoup d'étapes que je n'ai pas citées, mais on a finalement toujours un même système d'école qui forme au dessin et puis au modelage. Donc,
Il y a parfois aussi plusieurs méthodes de dessin, mais ça va rester sur les mêmes techniques. C'est dessin et modelage, et ça va être du dessin. On va apprendre à dessiner d'après des modèles vivants, des copies du plâtre, par rapport à des formes en plâtre. Et on peut faire éventuellement de la gravure, mais ces formes d'enseignement ne vont pas forcément au-delà de ces techniques. Alors, à partir de la moitié du 19e siècle, arrivent les expositions universelles qui vont donner un élan supplémentaire aux besoins de formation. Parce que, comme vous le savez sûrement, ces grandes expositions universelles mettent en compétition tous les pays. Et là, les nations comparent leurs productions, les évaluent en fonction de la qualité, de l'esthétique, du prix. C'est des foires qui sont autant commerciales qu'artistiques. Et de ces grandes expositions sont publiés des commentaires qui traversent le monde. Donc, le but est quand même de faire bonne figure dans l'exposition, mais aussi à travers les commentaires. Ici, on a une représentation du pavillon suisse à l'exposition de 1851. Pour vous citer ce qui était exposé, c'était des bijoux, des montres, boîtes à musique, bois sculptés, rubans de soie et un modèle de la cathédrale de Strasbourg qu'on voit en premier plan. Pourquoi la cathédrale de Strasbourg? Mais l'exposition a un succès. En général, les travaux de la Suisse sont reconnus. Les artistes, ouvriers, ouvrières sont connus pour être travailleurs, appliqués. Mais au niveau du style, il n'y a rien qui séduit. Alors c'est le cas aussi pour beaucoup de pays, hein, en tout cas à partir de cette expo de 1851. Beaucoup de pays sont déçus de leur propre représentation, et la Suisse aussi. Ici, on a un commentaire du comte de Laborde qui, pour la France, a produit un rapport. Alors là, c'était pour l'exposition d'après. Voilà, c'était pas celle de 51, c'était celle de Paris en 56. La Suisse restait comme des marmottes endormies par l'hiver. Bon, voilà. Il y a beaucoup d'autres, à la suite de cette phrase, il y a beaucoup d'autres critiques, mais je trouvais celle-ci marrante. Je peux aussi vous lire une critique d'un Neuchâtelois, Auguste Bachelin, qui parle des expositions précédentes, 1851 et 56. La Suisse se contentait de fabriquer sans goût les objets du strict nécessaire. Depuis l'exposition de 1851, on s'accorde à dire que la Suisse n'a pas encore compris que l'industrie ne peut se compléter que par une alliance plus intime avec l'art, si celle-ci veut réaliser de véritables progrès. Donc il y a des constats négatifs. La Suisse apparaît sous ce jour-là dans les publications dans le monde entier. Donc il faut quand même pouvoir réagir à cela. Alors, pour améliorer cette situation, ça va passer par une réforme de l'enseignement, puisque ce qui manque évidemment, c'est la formation des ouvriers et ouvrières, travailleurs certes, mais qui n'ont pas de culture artistique. Donc il faut les éduquer à ça. Et ça va passer par des réformes de l'enseignement. C'est des questions qui se posent partout dans les pays industrialisés. On voit que dans cette histoire des écoles d'art appliqué, il y a quand même une certaine synchronicité dans tous les pays. Évidemment, les expositions universelles, on compare la production, ce qu'on voit, les objets, mais on compare aussi la façon d'arriver aux résultats, les méthodes. Et l'enseignement fait partie de ce qui est vu, critiqué, jugé. Quelle forme d'enseignement est donnée, quelles sont les méthodes.
l'école en elle-même, mis à part le produit de ce qu'elle va faire, l'école en elle-même démontre un progrès, ou en tout cas la prise en main des autorités pour aller dans le sens du progrès. Le progrès, 19e siècle, c'est la devise du 19e siècle, il faut être dans le progrès. Bon, pas pour tout le monde, hein. Il y a d'autres critiques qui sont très intéressantes, mais de la part des autorités, c'est ce vers quoi il faut tendre. Alors, ici, c'est un commentaire d'une réunion à l'Union centrale des arts décoratifs à Paris, où des centaines de participants du monde entier se rejoignent en 1869 pour discuter de l'enseignement artistique et principalement des arts appliqués. Ici, c'est un commentaire d'un journaliste suisse. Donc, réformer l'enseignement, ce n'est que l'expression logique des besoins industriels et du degré de civilisation auquel nous sommes parvenus. Ceux qui préfèrent en ajourner la solution s'exposent à se laisser distancer par leurs rivaux et à succomber dans la concurrence internationale. Donc tout ça revêt vraiment un ton très dramatique. Il faut vraiment réformer l'enseignement. Vous voyez, on peut prendre énormément d'exemples des commentaires, mais c'est toujours le champ lexical de la guerre qui est utilisé. C'est vraiment un enjeu vital pour la nation. Réformer l'enseignement, améliorer sa production, réussir à avoir des bons commentaires lors d'une exposition internationale, c'est l'image de la nation qui est en jeu. Et ça veut dire que c'est aussi des alliances entre pays qui peuvent se faire. C'est aussi énormément une question d'économie. Finalement, les arts appliqués sont liés avec le marché, évidemment. Donc à partir de 1869, de nombreuses réformes sont prises pour l'enseignement. Et pour ce qui est de Genève, en tout cas, il est décidé de rationaliser les écoles déjà existantes. C'est-à-dire qu'avant, il n'y avait pas de système de gradation. Donc on allait à l'école, on n'y allait pas. De toute façon, l'enjeu n'était pas très important par rapport à un diplôme. Et à partir de là, il y a un système qui met en même temps en place les systèmes de gradation qu'on connaît aujourd'hui. En fait, c'est 1869, c'est pour l'enseignement des arts appliqués, mais pour tous les enseignements en général, c'est une année qui va donner une forme de rationalisation. Et ici, on a la division des écoles municipales de dessin en 3 niveaux, préparatoire, moyenne et supérieure. Et dans le supérieur, on a la division entre, d'un côté, l'école des beaux-arts, de l'autre côté, l'école spéciale d'art appliqué à l'industrie. Et là, on remarque la séparation de ces deux domaines. Alors encore une fois, école, finalement, ce sont juste une classe et des cours du soir. Ce n'est pas encore la fondation d'une école dans un bâtiment spécial. Pour vous dire, dans l'école spéciale d'art appliqué à l'industrie, qui sont tenus par 2 professeurs qui sont à la fois, il y en a un qui est architecte et dessinateur, et l'autre qui est graveur, donc c'est des praticiens. Et c'est des études des styles, avec des exercices de composition, des études raisonnées à partir de modèles, et de l'aquarelle et du modelage. Donc on reste toujours sur les mêmes méthodes et les mêmes techniques, mais cette fois avec une orientation spécifiquement plus art appliqué à l'industrie. Il y a aussi quelque chose qui est permanent dans ces écoles. Il faut savoir que malgré cette rationalisation ou ces catégories qui se créent, finalement les élèves, eux, passent tantôt aux beaux-arts, tantôt aux arts appliqués. Si on suit les parcours des élèves, on sort complètement de ces étiquettes parce que les élèves sont libres et font ce qu'ils veulent finalement. Ils ont la liberté de pouvoir passer d'un domaine à un autre. De même que les professeurs peuvent enseigner aux beaux-arts comme aux arts appliqués. Ensuite, on est toujours dans cette routine des expositions universelles.
Ici, c'est le pavillon de la Suisse à Vienne en 73. C'est un chalet. Et finalement, malgré toujours des beaux produits, un travail bien fait, il y a toujours des critiques. Et c'est les mêmes critiques. Et à partir de ces années 70, les autorités font une grande enquête qui s'appelle l'enquête industrielle, où là, ils convoquent les syndicats, les industriels, la population en général, les écoles, en fait une grande partie de la population genevoise. Donc je suis toujours spécifiquement autour de Genève, en tout cas ici. Et ce qui résulte de cette enquête, c'est toujours qu'il y a des problèmes au niveau de la production. En Suisse, l'industrie artistique est tellement nulle qu'on ne peut s'adresser à elle, sauf pour des commandes de peu d'importance. Ce qui suivait après cette phrase, des commandes de peu d'importance, c'est des chaises, des boîtes d'allumettes, finalement des petits objets du quotidien qui sont très bien faits, mais qui n'ont pas vraiment d'intérêt dans le style, ni cette logique industrielle. Là, à cette époque, par exemple, un produit emblématique de l'histoire du design, la chaise Tonnette, était déjà réalisée. Donc, si on est à cette époque, on compare ce qui se faisait dans d'autres pays et puis la production qui se faisait en Suisse, qui était, j'ai pas vraiment trouvé de photos de beaux exemples, mais c'est des chaises sculptées avec des chalets dessus. Voilà, donc ça c'est un problème. Finalement, là ce que cette phrase veut dire, c'est qu'on est dépendant d'importation. On ne peut pas vraiment se fournir, si on veut du design, on doit se fournir à l'étranger. Ensuite, un autre commentaire, empêchons nos peintres, graveurs, décorateurs de prendre sans cesse le chemin de l'étranger où ils oublient trop souvent la patrie. Finalement, ça c'est quelque chose qui est récurrent et qui va encore durer longtemps. C'est que les artistes qui ont pu recevoir une formation artistique en Suisse s'en vont finalement pour travailler dans des villes plus dynamiques, Paris principalement. Et donc c'est un cercle vicieux finalement, parce que les personnes compétentes s'en vont et forcément il n'y aura pas de production locale intéressante dans ce cas-là. Alors face à cela, l'État, suite à cette enquête, va quand même devoir réaliser des investissements importants et une solution concrète, parce que les industries sont en crise, parce que finalement la production n'intéresse pas la clientèle. Et donc l'idée, c'est de mettre en place une nouvelle école complètement et de sortir de cet enseignement qui est essentiellement basé sur le dessin et le modelage pour cette fois former des artistes aux différents métiers. Alors il y a pu avoir des débats entre est-ce qu'il faut fonder des écoles dans les industries existantes, différentes écoles dans différentes manufactures, ou est-ce qu'il faut fonder une école qui met ensemble toutes les industries, en tout cas pour l'économie à Genève, et puis en fait créer une sorte d'école atelier, et c'est ce qui a été choisi, de fonder une école atelier, et c'est l'école des arts industriels de Genève, fondée en 1876, qui ouvre en 1877 finalement, et qui s'installe dans ce bâtiment que vous voyez à côté de la gare de Cornavin en 1878. Alors, donc c'est une toute nouvelle institution, c'est la première, en Suisse romande, c'est la première école pour laquelle on a construit un bâtiment exprès, et en plus c'est un bâtiment qui a ses fonctions autres que des salles de classe finalement. Et c'est un bâtiment donc, qui offre une formation supérieure, et la volonté c'était de proposer une formation dans les arts appliqués équivalente à ce que les universités proposent pour les métiers tels que la médecine ou le droit.
Et, surtout, alors, c'est une formation à plein temps et gratuite. Alors, pour fonder cette école, une commission est envoyée à Paris. Ici, ils recrutent la personne qui va être le directeur, donc c'est Jules Salmson, qui est sculpteur et donc il sculpte des sculptures artistiques, mais aussi des sculptures qui vont être sur les bâtiments. Et cette personne était avec un groupe d'autres artistes à Paris, en train de vouloir proposer sans succès à la ville de Paris une école dans laquelle serait enseigné, dans laquelle il y aurait des ateliers d'application pratique placés aux côtés de ceux des études théoriques. Parce qu'à Paris, au même moment, en fait, il y a l'école des arts décoratifs qui a été fondée, avec toujours ce débat sur est-ce qu'il faut enseigner le métier directement ou est-ce qu'il faut que les futurs ouvriers, ouvrières aient plutôt une formation artistique pour... Il y a toujours cette hiérarchie entre ouvriers, artistes, et à Paris, ils essayaient, enfin en tout cas des personnes s'opposaient à voir les artistes travailler de manière à être les exécutants finalement. Donc ce groupe parisien, dont faisait partie Jules Salmson, n'a pas réussi à proposer à Paris la fondation d'une école dans laquelle on aurait des ateliers pratiques. Et il a été finalement recruté pour faire ça à Genève. Donc en fait, à Genève a été faite l'école qui ne s'est pas faite à Paris, sous une autre forme. Et ouais, ici, c'est une vue sur... Est-ce que j'arrive à voir la souris? Je ne sais pas si on voit la souris à l'écran. Non, bon, c'est pas grave. Voilà, donc, et Jules Salmson a été aussi est intervenu avant la construction, ou du moins pendant la construction du bâtiment qui sera la future école, et il a aussi servi de conseil pour placer les ateliers, pour voir comment est-ce qu'on placerait les différents ateliers. Donc, école-atelier. Pour les personnes qui n'ont pas visité ce bâtiment, je pense que vous pouvez aller le voir parce que c'est intéressant. C'est un bâtiment, alors lui-même qui est d'une architecture d'inspiration parisienne, mais qui en même temps a les technologies architecturales de l'époque avec des grandes verrières, avec des poutrelles en acier, de la brique apparente. En tout cas, c'est une école qui était faite pour les ateliers pour lesquels elle se désignait, notamment la sculpture, et avec une fonderie qui a toujours été là, qui a été prête à fonctionner, mais qui finalement n'a jamais fonctionné. J'ai pas la photo sur laquelle on voit l'immense cheminée qui finalement n'a jamais servi. Et puis, toutes les dernières technologies de l'époque avec la lumière à gaz. Il était même question de mettre une génératrice à vapeur. Bon, ça n'a pas eu lieu non plus. Et dans l'architecture était compris un jardin que vous pouvez toujours voir en fait. C'est une petite forêt maintenant. Et ce jardin, c'était pas forcément un jardin d'agrément, pas d'ornement, mais c'était une salle de classe extérieure parce que à l'époque, on dessinait sur des modèles vivants. La plante, évidemment, fin 19e, était un sujet principal. Donc ici, on pouvait s'exercer à dessiner directement sur le modèle. Ça, c'est une photo de Eugène Grasset, prise par Eugène Grasset lors de sa visite en 1909. Les professeurs, tous parisiens, tous recrutés à Paris. Ici, quelques professeurs qui ont tous un côté artiste, qui ont des œuvres qui sont conservées dans des musées, mais qui sont aussi praticiens des arts appliqués.
Et là, ici, je vous liste quelques cours qui étaient donnés. Alors là, c'est dans les 2 décennies environ, fin 19e, avant 1900. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y avait aussi des cours généraux qui étaient communs à chaque filière, avec de l'histoire de l'art, du dessin, de la gestion, parce qu'il faut gérer son atelier quand on sort d'un atelier, et le moulage, parce que le moulage, alors j'en parlerai juste après, c'était la particularité de l'école, avec vraiment un atelier important, et surtout le moulage rejoignait toutes les disciplines, en fait. Mais dans un premier temps, cette école à Genève était principalement orientée vers la sculpture, ciselure, orfèvrerie et céramique. Céramique, il fallait entendre, en tout cas avant le début du XXe, c'était seulement de la peinture sur céramique. Ce n'était pas de la céramique, on ne créait pas des pièces de céramique. Et puis serrurier artistique aussi, ça c'est arrivé un petit peu après. Alors, très rapidement, l'école a eu beaucoup de succès dans les 2-3 premières années, il y avait des centaines d'élèves. Autant de filles que de garçons, c'était à partir de, je crois que c'est à partir de 14 ans, on entrait dans le supérieur. Et étonnamment, j'ai jamais trouvé une mention qui interdisait ou réservait tel ou tel cours à des hommes ou des femmes. Mais en général, officiellement, les femmes étaient dans le cours de céramique, qui était en fait le cours de dessin aquarelle et dessin sur céramique. Et toutes les autres classes étaient fréquentées par des hommes. Seulement, dans la réalité, parce que ça j'ai pu le lire dans d'autres commentaires, en fait, les cours sont fréquentés librement par qui veut. En fait, on pouvait aller suivre tel ou tel cours librement. On suivait une filière principale, mais on pouvait très bien aller faire du modelage ou de la sculpture dans un atelier. Il y avait l'atelier de sculpture et on pouvait s'y inscrire. Mais officiellement, les femmes se retrouvaient dans les cours de céramique et les hommes se retrouvaient dans les autres cours. Ça c'est intéressant parce que c'est vraiment la 2e ou 3e année après l'ouverture de l'école. Dans l'école, donc, avait cette haute particularité qui était qu'on y exécute des commandes et on y vend des travaux des élèves à leur profit. C'est une pièce qui est visible dans le bâtiment de l'école, qui est aujourd'hui une pièce vide, mais on avait une pièce avec une vitrine sur le boulevard et le public pouvait venir faire ses achats. Et donc ça, c'était quelque chose qui était dès la fondation de l'école, c'était que une possibilité, c'était que pour les élèves, ça faisait partie d'une forme de jugement. L'élève pouvait, si son produit était fini, le proposer à la vente avec la satisfaction que ça pouvait lui apporter, plus une rémunération. Parce que les élèves étaient... En fait, c'est une école gratuite pour pouvoir offrir cette formation à tous les élèves de toute classe sociale. Donc l'école pouvait même reproduire une pièce qui marchait bien pour pouvoir financer un élève. En plus des productions des élèves, l'école pouvait fournir, mais ça à l'ensemble de la Suisse finalement, des pigments, des matériaux, par exemple du marbre, et puis, là j'y viens, c'est les moulages. Alors ça c'est une particularité de l'école, c'est que dès le début elle avait un atelier de moulage, avec une classe de moulage, c'est-à-dire un cours dédié, un professeur de moulage. Souvent dans des écoles d'art appliqué, le moulage était une partie du cours de sculpture ou de modelage. Mais là il y avait vraiment la formation en moulage. À un certain moment, il y avait même un diplôme. On pouvait sortir mouleur. Et l'école a constitué une collection par des achats très réguliers, principalement à Paris, vraiment principalement à Paris. Une collection qui a rapidement compté des milliers de pièces. Et le but de cette collection, ce n'était pas forcément
que pour les usages de l'école, c'était aussi de pouvoir proposer à la vente pour toutes les écoles de Suisse, pour les musées, pour les ateliers industriels, les artisans, les ateliers d'artistes et les amateurs, amatrices d'art. En fait, on pouvait tout à fait acheter à des prix intéressants. Avant ça, en Suisse, c'était beaucoup plus difficile de se procurer des moulages parce que il fallait les faire venir. Il y avait comme seul moyen de transport le train, qui n'allait pas vraiment partout. Les moulages sont délicats à transporter, donc c'était compliqué d'aller se fournir, d'aller acheter des moulages quand on était dans une petite ville en Suisse. Ça coûtait cher, le transport coûtait cher. Et à Genève, s'est formé un centre de distribution des moulages. Donc en fait, Genève a acheté la totalité des moulages qui étaient proposés à Paris, à l'École des Beaux-Arts et à l'Union centrale des arts décoratifs, qui est aujourd'hui le musée des arts décoratifs, a acheté la totalité de ces moulages pour en faire un centre de distribution avec les compétences d'un atelier qui pouvait les reproduire, les rééditer, pour pouvoir les fournir par milliers pendant une trentaine d'années, en tout cas à un rythme impressionnant, pour pouvoir fournir toute la Suisse, toutes les écoles. On peut imaginer que tous les élèves qui sont passés par les écoles d'art, et même pas forcément d'art, parce que toutes les écoles achetaient des moulages, du début du XXe, ont utilisé les moulages qui sont passés par les ateliers de l'École des arts industriels de Genève. Donc les moulages étaient distribués avec des catalogues. Les architectes, les amateurs et les directeurs d'école peuvent ainsi faire leur choix sans même avoir besoin de visiter la collection. Donc c'était de la vente en ligne de l'époque. Alors les catalogues de moulage, c'est quelque chose qui était courant dans les grands ateliers de distribution de moulage à Paris, principalement. Il y avait beaucoup d'ateliers, mais en Suisse, là, c'était le premier qui avait la plus grande collection et qui les proposait à des prix intéressants. Il les distribuait donc à tout le monde. Ici, j'ai pris un exemple pour Lausanne avec la chimère qui est sur la place de la Riponne, devant le palais de Rumine, qui ont été réalisés par les ateliers Negri-Huberti. Et ici, on retrouve la commande qui a été faite avant l'année de la réalisation, où on voit que dans les pièces achetées, il y a une tête d'aigle antique, un bas-relief de chimère, etc. etc. Bah, disons qu'on peut tout à fait faire le lien entre la réalisation des artistes et leur modèle d'inspiration. Pour ça, il y a beaucoup d'autres exemples. Alors, il n'y a pas de preuve qu'ils ont utilisé exactement cela, mais en fait, on voit le processus de travail là-dedans. Alors finalement, l'école, en tout cas, peut rayonner grâce aux commandes. Elle répond à de nombreuses commandes, distribue des modèles, des outils, des matériaux, et puis il y a aussi des échanges et les succès aux expositions universelles. Là, je remets une phrase d'un visiteur parisien. « Il est toujours intéressant de connaître les armes de la concurrence que nos voisins, même les plus sympathiques, forgent contre notre industrie. » Ici, il était en visite à l'école de Genève. Ça, c'est le grand succès de l'école des arts industriels de Genève avec la médaille d'or, la plus grande récompense à l'exposition universelle de 1901, avec une salle à manger, dont le petit meuble à droite est visible au musée d'art et d'histoire. À cette époque, il est même question de transformer cette école d'art industriel en école fédérale d'art appliqué à l'industrie pour créer une sorte de modèle pour la Suisse. Il y a aussi des échanges internationaux puisque une délégation de professeurs du Yorkshire viennent visiter l'école après avoir visité d'autres écoles en France et en Allemagne et ils disent que en fait, le responsable dit que c'est le type même d'école à imiter. Et suite à ça, des professeurs anglais viennent suivre des cours à Genève
dans un premier temps. Ensuite, un professeur de Genève va donner des cours en Angleterre. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a ces échanges internationaux qui se mettent en place. Alors pour citer quelques autres références, l'école d'art appliqué de La Chaux-de-Fonds. Ici, on a un autre modèle qui se met en place, puisque on a plus tardivement une école qui est fondée cette fois poussée par les industriels de l'horlogerie, dans une ville plus petite et avec une diversité d'industries peut-être plus restreinte à l'horlogerie. Donc on a une spécificité vers l'horlogerie dans un premier temps. Et finalement, à partir de 1885, ça c'est pareil pour toute la Suisse, des subventions fédérales viennent pousser l'évolution des enseignements dans les arts appliqués. Et là, on a la fondation de l'école plus proche de ce qu'elle est aujourd'hui, avec une formation à plein temps. Dans un premier temps, plus pour la gravure, et puis les arts qui sont liés à l'horlogerie. Et puis, finalement, elle connaîtra l'évolution qu'elle aura. Et le petit musée d'art industriel qui est lié à cette école. Peut-être qu'il faut que j'accélère. Ok. Alors, pour cette école, ce qui est intéressant, si on parle d'archives, c'est qu'il y a un très beau livre qui reprend tout l'historique. C'est peut-être la seule école qui a eu droit à ça. Donc, pour ça, c'est intéressant. Souvent, dans ces histoires des écoles, on a peut-être des petites phases qui sont étudiées, mais c'est vraiment beaucoup plus tardif. On a assez peu d'histoires plus anciennes. Donc, pour cette école, ce qui est intéressant, après, sachant que Le Corbusier a été élève et professeur, on a peut-être un intérêt qui a été marqué de manière plus importante dans cette école, plus tôt que dans d'autres écoles. Dans le canton de Neuchâtel, il y a une méthode d'enseignement qui a été adoptée du peintre Édouard Kaiser. Et pour soutenir cette méthode de dessin, a été commandé aux ateliers de moulage de l'école de Genève des modèles spécifiques à la méthode Kaiser et qui ont été réalisés sur mesure. Donc c'est aussi pour souligner les autres particularités de cette distribution des modèles en plâtre par l'école de Genève, qui fait aussi des modèles sur mesure et qui ici a permis au canton de Neuchâtel de s'adapter à sa propre méthode de dessin. Alors Lausanne, on a aussi une première phase d'une école de l'école cantonale de dessin qui s'ouvre en 1822, comme j'avais pu le dire, mais cette fois, alors à Lausanne, c'est une formation beaucoup plus artistique au cours du 19e siècle. Les arts appliqués vont être plus mise à l'honneur à partir de la fondation de l'école de dessin et d'art appliqué par Nora Gross, qui a étudié dans plusieurs écoles, dans de nombreuses écoles, dont l'école des arts industriels de Genève, pour laquelle elle dit dans un commentaire, dans une lettre adressée à cette école lors d'un sondage, qu'elle s'est inspirée de la forme de l'école des arts industriels de Genève pour fonder son école d'art appliqué à Lausanne. Sachant qu'elle n'a peut-être pas eu les mêmes ressources pour pouvoir faire des ateliers dans un premier temps. Et donc cette école d'art appliqué va se joindre à l'école cantonale de dessin à partir de 1924 pour former l'école de dessin et d'art appliqué, ou l'école des beaux-arts et d'art appliqué de Lausanne. Avec un programme que vous pouvez voir ici, 2 sections séparées, section des beaux-arts et section des arts appliqués.
Alors, je vais juste parler de Fribourg. Cette fois-ci, c'est une orientation beaucoup plus technique, mais il y a eu aussi des cours qui se sont appelés cours d'art appliqué. Alors, c'est pareil, Fribourg, c'est aussi une petite ville avec son propre paysage industriel et le besoin, cette fois-ci, de former vraiment des ouvriers plus du bâtiment. Donc, ça n'a jamais été une école d'art appliqué ou une école des beaux-arts. C'était l'école des métiers. Mais finalement, on peut imaginer qu'il y avait aussi des cours. D'ailleurs, Hodler a été professeur là-bas. Il donnait des cours de couleur, des cours de dessin. Seulement, c'est une école qui ne s'est jamais appelée école des arts appliqués. Ça a toujours été une école de métier. Ici, on a des images des ateliers de Fribourg. Et encore une citation sur un ton dramatique. Partout dans toute l'Europe, comme en Amérique et au Japon, on ne regarde plus au sacrifice pour développer l'enseignement artistique appliqué à l'industrie, et à la moindre défaillance de notre part, d'autres ne manqueraient pas de venir prendre notre place. Donc, vous pouvez voir que c'est vraiment très très important de développer ces écoles. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'il dit aussi que nous avons un devoir patriotique à remplir en rendant à l'art industriel, à l'art qui doit intéresser tous les citoyens, sans exception, la place honorable dont les préoccupations du soi-disant grand art l'avaient fait descendre. Donc le grand art, c'est les beaux-arts, parce qu'il y a toujours aussi une concurrence un peu entre les beaux-arts et les arts appliqués. Et ici, on voit qu'autour de 1900, comme vous pouvez le savoir, les arts appliqués prennent une place considérable, en fait, avec le mouvement Art Nouveau, avec une fusion entre les beaux-arts et les arts appliqués, mais surtout la reconnaissance que les arts appliqués touchent un plus grand nombre de personnes que les beaux-arts, qui restent quelque chose d'élitiste, et les beaux-arts qui peuvent ne pas forcément être compris par les autorités comme quelque chose d'utile, contrairement aux arts utiles comme ont pu s'appeler les arts appliqués. Et en tout cas, de la part de ces personnes-là, c'est la volonté de mettre en avant les arts industriels, les arts appliqués, plus que les beaux-arts. Alors en tout cas, à Genève, ces questions autour de la place des beaux-arts, des arts appliqués, des arts et métiers, de l'artisanat, prennent une place très importante. Et malgré les succès qu'il y a pu avoir lors des expositions universelles ou ces échanges internationaux, finalement, il y a aussi des critiques, parce que un des objectifs de la fondation de l'école à Genève était de former des ouvriers et ouvrières éduqués aux arts, mais finalement, il en sort beaucoup plus des artistes de ces écoles. Et puis, finalement, malgré le succès de l'exposition universelle de Paris, avec cette salle à manger, en réalité, ce n'est pas du tout industrialisable, c'est une pièce unique. Ça n'est pas forcément lié à une industrie, ou du moins à l'idée d'une production en série. Après, il y a les ateliers d'art locaux voient une concurrence dans l'école, parce que l'école accepte des commandes de privés, de publics. Et puis, il y a toujours ces questions, alors ça, c'est des choses qui reviennent, qui existaient depuis très longtemps, c'est les doublons de cours. On donne des mêmes cours de dessin, par exemple, aux arts appliqués, aux beaux-arts, ou à l'école des arts et métiers. Donc, qui fait quoi, finalement, là-dedans? À nouveau, une grande enquête est menée pour pouvoir déterminer le rôle et l'existence même en fait, de toutes ces différentes écoles. Oups. Tac, tac. Et en tout cas, à Genève, dans un premier temps, l'école des arts industriels rejoint l'école des arts et métiers, avec toujours ces mêmes cours parfois, qui sont donnés parfois dans un cadre plutôt arts et métiers, parfois arts industriels. Et donc toujours cette question, finalement, qui fait quoi? Qui est-ce qui est légitime à prendre ces cours et qu'est-ce qui va en ressortir?
Et plus tard encore, à partir de 1933, c'est aussi l'école des beaux-arts qui rejoint les arts et métiers pour fonder la section, dans l'école des arts et métiers, la section des beaux-arts et des arts industriels, en même temps avec cette fois aussi encore une remise en question de l'école des beaux-arts. Jusqu'à 1951, où là, à nouveau, les écoles d'art, sous la même direction, dans un premier temps, l'école des beaux-arts et l'école des arts industriels prennent leur indépendance. L'école des arts industriels s'appelle l'école des arts décoratifs. Mais au fond, les cours ne changent jamais radicalement avec les changements de dénomination. Les changements de cours se font beaucoup plus par rapport au mode et aux besoins en fait, industriels, aux besoins économiques. Alors, pour conclure, ces écoles donc, ont pu apparaître dans différents contextes économiques, industriels, on a pu voir selon les besoins industriels des villes, mais aussi selon la volonté de personnalité propre, avec cette volonté de rationaliser, d'organiser l'enseignement. Et on peut voir qu'à un certain moment se sépare l'enseignement artistique dans une orientation beaux-arts et dans une orientation art appliqué, presque en opposition, en mettant des étiquettes sur deux domaines qui seraient différents, une recherche de classification. Finalement, on peut aussi imaginer que c'est dans cet esprit industriel, avec cette grande loi qui est la division du travail. En fait, les arts eux-mêmes se retrouvent divisés en différentes catégories, parce qu'il faut que chaque personne fasse une seule fonction pour que la rationalité fonctionne. En fin de compte, ça n'a jamais été la réalité pour les praticiens et praticiennes qui ont fait des beaux-arts comme des arts appliqués. Il y a des artistes qui sont sortis des beaux-arts qui font des arts appliqués et vice-versa. Donc, toutes ces étiquettes sont beaucoup plus administratives que réelles. Malgré tout, elles ont une influence sur la façon dont vont être conservés ou présentés les produits. Donc, mis à part ces démarcations ou ces étiquettes qui sont mises sur ces écoles, on peut aussi dire que l'apparition de ces écoles d'art appliqué sont finalement une nouvelle façon de faire des arts avec la naissance de nouvelles pratiques qui s'intéressent beaucoup plus à la matérialité, aux techniques, qui intègrent en fait le travail, le métier, la matière, le geste et l'expérience surtout, avec une idée de production en série, mais pas obligatoire. Dans le design, il n'y a pas forcément, pas obligatoirement des séries. Et cette volonté d'intégrer le travail, la main en fait, des artistes dans la production. Donc c'est finalement faire entrer le médium dans l'expérience, dans le processus artistique. Et c'est pour ça qu'on peut voir beaucoup d'artistes finalement qui choisissent d'aller à cette époque dans les arts industriels parce qu'on peut pratiquer, parce qu'on peut réaliser une œuvre finalement plutôt que rester au stade théorique de dessin qui se faisait dans les écoles des beaux-arts à ces époques. Alors voilà, pour ma part, j'ai parlé donc de ce début de ces fondations de ces institutions et la suite continue dans la lancée tout le long du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui. Merci beaucoup. Oui, je pense qu'on aura l'occasion de parler de la suite, effectivement, de ces écoles avec les invités de cet après-midi qui parleront un peu chacun de leur institution, de l'évolution et pour faire un peu le bilan, où est-ce qu'on en est aujourd'hui par rapport à cette division du travail aussi, qui demeure finalement aussi une question assez prégnante par rapport au design et sa relation à l'art aujourd'hui. Donc je pense qu'on pourra revenir là-dessus aussi cet après-midi et à l'occasion d'autres tables rondes qu'on aura. J'ai mis l'image que vous avez montrée finalement du magasin de
l'école des arts appliqués à Genève, parce que je crois que la Aide a encore son shop dans le même lieu actuellement, donc à voir que ça perdure encore dans le même bâtiment, la fonctionnalité de cette salle propre. Donc voilà, on sent qu'il y a quand même un héritage qui perdure et finalement une fonctionnalité qui est logique par rapport au bâtiment et à sa situation dans la ville et dans l'urbanisme général. Est-ce qu'il y a d'autres... Je vais peut-être m'éloigner du micro avant le Larsen, j'y ai pas pensé. Ça va, déjà que j'ai la voix voilée, si en plus ça fait des Larsen, mais est-ce qu'il y a des questions dans la salle par rapport à ce que vous avez entendu ? Moi, j'avais une question surtout par rapport à la durée des cursus, de savoir justement à quel moment, est-ce qu'il y a des choses qui ont évolué, est-ce que par exemple les gens allaient et venaient tant qu'il n'y avait pas de diplôme, est-ce que quand il y a eu la mise en place d'un diplôme, c'était une durée limitée, est-ce qu'il y a eu des évolutions par rapport à ça ou pas? Alors, c'est toujours très fluctuant, ça veut dire que j'ai pas une frise chronologique de chaque année comment était le programme, mais principalement, en tout cas pour l'école des arts industriels de Genève, dès le début, c'était une formation de 4 années. Et c'était le cas, en tout cas, jusqu'aux années 20-30. Après, j'ai simplement moins de connaissances sur le cursus. Maintenant, j'ai pu observer quelques parcours d'élèves qui restaient beaucoup plus longtemps. D'autres qui partaient plus rapidement, mais j'ai pu voir aussi des parcours qui étaient de 6 années, avec des va-et-vient dans d'autres institutions. Mais à partir du moment où il y a un diplôme, en fait, c'est comme aujourd'hui, il faut accumuler un certain nombre de... il n'y avait pas des crédits, mais il faut accumuler les différents exercices de fin d'année. Souvent, c'était des exercices de fin d'année. Voilà, en tout cas pour Genève. Pour les autres institutions, j'avoue que je ne connais pas exactement les cursus, le nombre d'années. D'autres questions ? Oui. Merci beaucoup pour votre exposé passionnant. Moi, j'ai une question d'historienne et de méthode un peu. Quand on refait l'histoire de ces institutions pédagogiques, comment on accède aux archives? Où est-ce qu'elles se trouvent? Vous avez aussi, j'ai vu que ça venait de plusieurs endroits, vous avez aussi des sources, des photographies, des programmes de cours. Donc voilà, comment vous avez fait un peu pour reconstituer ou d'où viennent en fait les archives? Alors c'est vrai que les archives, on remarque qu'il y a beaucoup de vide sur des fois des décennies. Alors il y a beaucoup d'archives qui sont conservées aux archives de l'État. Il y a eu un versement, il y a eu finalement 2 versements, un dans les années 90 et un beaucoup plus récent en 2008. Ça veut dire qu'on peut imaginer que tout ce qui était début 20e, c'est là où en fait il y a des grands trous. Parce que depuis donc à Genève 1876 jusqu'à l'année 1990, on peut imaginer qu'il y a eu des débarrassages d'archives énormes. Donc il reste ce qui a pu rester. Après, il y a aussi beaucoup de choses qui étaient, en tout cas, moi que j'ai pu trouver en excavant vraiment dans les caves de l'école, il y avait des tas d'archives. Il y a beaucoup de choses qui sont encore pas vraiment rangées. Après, j'ai pu trouver aussi du côté un peu de privé, qui avait quelques documents, quelques photos. Il y a aussi dans d'autres institutions des archives qui peuvent être conservées, qui permettent de retrouver la trace. Par exemple, pour ce qui est des moulages, j'ai juste pu lire une mention dans un compte-rendu de l'école qui est conservé aux archives de l'État. J'ai pu lire juste la mention « Le paiement de la ville de Barcelone a été reçu ». Donc moi, je me suis renseigné. Et finalement, c'est à Barcelone que j'ai pu voir ce que c'était, ce paiement.
Et c'est le musée de sculptures comparées, entre guillemets, de Barcelone, qui s'est fondé en 1890 et quelques, qui a acheté un quart des pièces qui étaient dans ce musée venaient des ateliers de Genève. Mais ça, je n'ai pas trouvé à Genève, c'était à Barcelone. Après, il y a d'autres endroits, par exemple à Leeds, là, en Angleterre. Je sais qu'il y a des archives qui concernent cet échange entre les professeurs et les élèves, mais là, je n'ai pas pu les consulter. Voilà, elles sont là-bas. Mais c'est vrai qu'il manque beaucoup de choses, ouais. Il y a beaucoup de choses qui manquent, qui ont été perdues avec le temps. Ouais. Après, tout ce qui est objet, là, c'est pareil. Bon, les objets, c'est évidemment beaucoup plus difficile à conserver, mais en tout cas, pour ce qui est des moulages, une grande partie sont encore là, avec donc des objets qui n'étaient pas des modèles courants sur le marché des moulages, mais des pièces faites par les élèves de l'époque, qui sont des moulages parce que ça a été encore utilisé comme modèle par la suite. Ouais. Mais oui, il y a des vides quand même. C'est un peu l'objectif de ce projet aussi, hein, c'est de localiser, repérer et surtout sensibiliser toute personne ou toute institution effectivement à être vigilant par rapport à ces archives ou à les verser aux institutions compétentes comme les archives cantonales ou archives municipales pour effectivement préserver cette mémoire. Hein. C'est un peu l'objectif de ce projet des archives du design roman. Est-ce qu'il y a une autre question ou un autre commentaire ? Alors, je tiens à remercier encore une fois Benoît Versace pour sa conférence et ça fait, je pense, une très belle introduction effectivement à l'après-midi qui nous attend. Donc, merci beaucoup pour cet exposé riche, effectivement, dense, avec une iconographie pour nous, en tout cas inconnue encore, et extrêmement intéressante sur le plan scientifique et de la recherche. Merci beaucoup. Merci.